c'est un point très important qui est toujours ignoré dans le débat. Moi-même, qui travaille depuis longtemps sur ce sujet, je suis toujours étonnée de voir comment la question des femmes, quand on parle des femmes, beaucoup de personnes pensent que ça concerne que des femmes. Et parfois, quand vous voyez dans les lieux, pas ici, puisque ici il y a quand même une mobilisation des acteurs du terrain, et vous êtes mixte, mais quand il y a des soirées où je circule aussi sur les questions des droits des femmes, je vois le nombre très limité des hommes, et ça m'interroge, puisque c'est une question sociétale par excellence. La question des femmes. Donc, pour dire que... Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà. Donc, puisque pour moi, l'enjeu, c'est d'être à l'aise moi-même pour pouvoir parler. Et voilà. Je suis sociologue et je travaille depuis des années sur cette question dans le domaine de relations interculturelles. Je précise cela parce que s'il y a toujours des débats controversés, ce qui est légitime et normal, autour de la laïcité en France, depuis au moins deux décennies, ces débats rencontrent des controverses plus importantes quand il s'agit des questions de rapports de sexe, de rapports sociaux de sexe, ou quand il s'agit de la question de la diversité culturelle. Et quand nous regardons voilà, par rapport à ces deux controverses, la question des rapports femmes-hommes et leur lien avec la laïcité, la question de la diversité culturelle et leur lien avec le lien de cette question avec la laïcité ou l'implication de la laïcité, ces deux sujets, je les ai rencontrés dans mes travaux. Quand je parle des travaux, il y a deux types de travail que j'ai effectués. J'ai travaillé par rapport à mon expérience personnelle, mais ce n'est pas seulement l'expérience personnelle. J'ai travaillé sur le cas iranien, parce que je suis d'origine iranienne. Je suis arrivée par l'exil politique en France dans les années 82 et j'ai appris cette belle langue française ici même, dans les processus d'insertion qui est toujours marqué par les bas et les hauts pour les exilés, mais aussi pour les immigrés. Et donc j'ai été fortement intéressée par les relations interculturelles par rapport à mon expérience propre et aussi par rapport à tout ce qui nous interpelle dans l'évolution du monde. Cette évolution du monde, je l'ai connue dans mon propre pays avec l'arrivée des islamistes au pouvoir. Donc j'ai quand même pas mal écrit sur la question de l'idéologisation du religieux, puisqu'il y a une différence entre l'islam et l'islamisme, qui est une idéologisation de l'islam, comme il y a une différence entre le catholicisme et l'intégrisme catholique, comme il y a une différence entre le judaïsme et l'intégrisme juif. Et toutes les religions sont concernées par cet extrême, par cette idéologisation. Et cette idéologisation fait partie du phénomène de l'époque. C'est-à-dire que ça a toujours existé, les extrémismes religieux ont toujours existé, mais notre époque est particulièrement marquée par le développement de ce phénomène. J'y reviendrai dans mon intervention. Donc ça, c'est le premier sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et deuxième sujet, c'était les relations interculturelles et la question de l'égalité de sexe, où à partir des recherches-actions et des formations qui se sont faites, que j'ai organisées, ou j'ai réalisées, ou je menais dans les différentes localités en France,
que ce soit en Île-de-France ou aussi dans les autres villes, j'ai aussi développé des observations où j'ai travaillé sur ce sujet à partir d'une méthode dynamique, interactive, qui voudrait qu'on va sur le terrain pour piocher dans le questionnement des acteurs, ce qui pose problème. Et je ouvre une parenthèse, puisque dans beaucoup de cas, les acteurs du terrain sont très sensibles à certaines tensions, étant très sensibles obligatoirement à certaines tensions et questionnements, ils et elles ont des réflexions qui apparaissent tardivement après dans les réflexions universitaires ou dans les réflexions politiques. Ça a été toujours le cas, de toute façon c'est toujours le cas. Et moi j'ai eu la chance de pouvoir être sur ces différents terrains et travailler aussi sur la question de l'égalité femmes-hommes et la diversité, la parentalité et la diversité, la laïcité et la diversité. Donc aujourd'hui, dans ce temps qui m'est donné, je vais partager avec vous quelques réflexions qui sont issues de ces expériences également. Expériences de réflexion et écriture sur l'idéologisation de religieux à partir de l'islamisme et l'expérience des questions qui interrogent l'implication de la laïcité sur le terrain sous l'angle de l'égalité femmes-hommes. Voilà pour le cadre. Après, si on regarde l'actualité internationale et l'actualité nationale, on n'a pas du mal à observer que ces questions traversent toutes les sociétés qui se disent démocratiques, qui se veulent démocratiques. Que ce soit en Amérique ou en France, on voit comment, dans le champ électoral par exemple, ces questions qui sont liées à la gestion de sexualité, des orientations sexuelles, des rapports sociaux de sexe, de la parentalité, sont au cœur des enjeux politiques. On l'a vu dans l'élection américaine, on le voit dans l'élection française et on l'a vu ici même en France autour des affaires de mariage pour tous et de ABCD égalité à l'école. On a vu une mobilisation très importante par rapport à qui fait intervenir des confrontations autour des regards différents sur le projet social et politique par rapport à des valeurs qu'on attribue à la famille et à l'identité collective. Et chaque fois, la question identitaire est invitée dans le débat. Vous pouvez me dire que cela va de soi, mais non, cela ne va pas de soi, puisque ces questions-là sont réhabilitées aujourd'hui de manière très exaltée. Quand vous regardez par exemple comment les enjeux autour de l'avortement, comment les enjeux autour des droits des homosexuels sont réinvestis de manière politique, ce sont des phénomènes à la fois peut-être anciens, mais assez nouveaux aussi dans la forme qu'ils prennent. Au niveau international, dans les congrès autour de droits des femmes, depuis les années 80 quand même, ça veut dire depuis peut-être au milieu des années 80, depuis 3 décennies, on voit les différents extrémismes religieux, mais aussi certains États, ensemble agir pour un objectif commun, même s'ils ont des conflits entre eux. Les différents extrémismes religieux, ils ont bien sûr des conflits entre eux, mais ils agissent ensemble pour effacer le concept de l'égalité des conventions internationales de l'égalité de sexe, et ils proposent de remplacer ce concept par le terme
ou le concept de l'équité. Ça, c'est une constance. Et pourquoi cette proposition? Quel est l'argument qui est proposé pour soutenir cette proposition? C'est l'argument selon lequel le terme égalité, c'est un terme occidental, ça provient de la culture occidentale, et ça ne s'accorde pas à toutes les cultures, et c'est un terme, ça veut dire équité, c'est quelque chose qui serait selon eux, selon ces personnes ou selon ces mouvements, plus intéressant puisque adaptable à des différents contextes culturels. Vous voyez comment les enjeux de la diversité culturelle s'invitent dans ce débat qui est fortement politique. Il y a une autre objection que j'entends toujours aussi par rapport, et même dans le champ laïque, ce n'est pas seulement dans le champ des extrémismes ou des personnes anti-laïques ou de mouvements anti-laïques, mais dans le champ laïque aussi, il y a des objections par rapport à ces termes-là. Ça ne veut dire pas à ces termes-là, personne ne met en cause l'égalité de sexe, mais il y a des personnes qui s'interrogent sur le lien entre la laïcité et l'égalité de sexe. Qu'est-ce que ça a à voir? Pourquoi on parle de la laïcité, on parle de l'égalité de sexe? C'est deux champs distincts et qui ne se croisent pas peut-être forcément. Et il y a même dans les arguments historiques, bien sûr, qui sont dits et qui disent, voilà, et moi je le redis avec vous, pour vérifier ensemble, c'est les droits des femmes en France, pour ne pas rester qu'en France. Le droit de vote des femmes était quand? Pardon? Voilà, la laïcité c'est 1905. Donc, le droit de compte en banque. Voilà. Le divorce au consentement mutuel. Voilà, comme ça, on fait une révision de... Voilà. Donc, la question de droit à l'avortement, contraception à l'avortement. La liberté sexuelle. Voilà. Tout ça, il y a des personnes qui disent avec raison... Qu'est-ce que ça a à voir avec la laïcité? La laïcité n'a pas donné automatiquement le droit de vote, ça a demandé quand même 4 décennies, après 7 décennies pour arriver au droit sexuel. Voilà. Mais pourquoi vous insistez, les gens me disent, à amener oui, Olympe de Gouges a été, voilà, dans la Révolution française, vous avez absolument raison, et même vous m'avez volé l'argument. Donc, c'est intéressant de voir que si on va avant dans l'histoire, on voit que dans la Révolution française elle-même, les femmes n'étaient pas concernées par la Déclaration des droits humains, de l'universel, des droits humains universels. Donc, les femmes étaient... Pardon? Voilà, de l'homme avec un grand H, mesdames. Mais c'est vrai, vous avez raison en rappelant cela, parce qu'à l'époque, la société était considérée comme la société de frères, c'est pourquoi fraternité. Voilà. Très bien, j'ai un public très actif qui co-anime, mais moi je suis d'accord, merci. Alors, si vous voulez ça, si vous amenez tous ces arguments-là, ce serait facile de dire la laïcité, aucun lien avec les droits des femmes. Mais non, le sujet est beaucoup plus complexe. Il faut avoir un autre chemin de réflexion. Est-ce que, parce que dans la Révolution française, les droits humains universels ont exclu les femmes à tort, et après c'est revenu avec les luttes sociales et politiques, etc., est-ce que pour autant on peut jeter tout lien qu'il y a entre les droits humains universels et les droits des femmes? Non, bien sûr, effectivement. Et ce qui fait dans la société démocratique ces avancées de droits des femmes, c'est aussi le contexte démocratique. C'est que, bien sûr que nous, en tant que femmes, on a été exclus par rapport à ces droits humains, mais moi et beaucoup de personnes comme moi,
nous sommes les premières défenseuses de droits humains universels, puisque ça nous permet d'insister sur l'égalité réelle. Si l'égalité, la liberté, égalité, les valeurs qu'on avance comme les valeurs de la citoyenneté républicaine ou la citoyenneté démocratique, si on annonce la valeur de l'égalité, pour moi, c'est un outil ou c'est une importante occasion pour insister sur l'égalité réelle et concrète et amener la question des droits des femmes, ce qui a été fait en France d'ailleurs. De la même façon, il faut regarder le tableau. Est-ce que la question qu'on doit se poser pour voir vraiment ce lien de manière dialectique, de manière très visible, c'est la suivante. Est-ce qu'on pourrait imaginer le divorce au consentement mutuel s'il y avait la loi religieuse qui dominait le champ des lois? Je parle de la loi religieuse, je ne parle pas de la religion, je parle de la religion, n'importe quelle religion monothéiste, l'islamique, juive, chrétien, qui se présentait comme loi. Est-ce que c'est possible d'avoir le divorce au consentement mutuel? Absolument impossible. Puisque regardez par exemple le cas de chaque fois qu'il y a ces religions qui se déclarent la loi, ou qu'on est dans le contexte de transformation de la religion en source de la loi, finit l'égalité des citoyens en général, puisqu'on est soumis à une volonté qui est supérieure à la volonté des citoyens, bien sûr, et en même temps aussi, l'égalité femmes-hommes n'est plus possible. Est-ce que vous pouvez imaginer, avec une loi religieuse, l'accès à l'avortement, la liberté sexuelle, les droits des homosexuels? Tout cela, c'est absolument impossible. Et c'est relié. Donc, ce qui est important par rapport à la notion de la laïcité, c'est ce que vous avez vu depuis ce matin, c'est que la laïcité n'interdit pas l'exercice de la religion, bien sûr, ou la pratique de la religion, mais interdit l'intervention de la religion comme la source de loi. Et donc c'est là où, quelque part, on est sauvé par rapport à cette instrumentalisation de religieux qui est un des phénomènes très importants de notre époque. Sauvé, mais pas tellement, puisque c'est toujours un rapport de force qui continue à exister. Donc, si vous voulez, là, avec ce raisonnement, on voit très clairement le lien qui existe de manière claire, identifiable et dialectique entre ce qui est le principe de la laïcité et la question de droits des femmes et l'égalité femmes-hommes. Mais je vais plus loin des droits sexuels, les droits sexuels qui concernent aussi les homosexuels. Et tout cela est en lien, tous les débats et les tensions qui sont autour de ce sujet sont en lien avec les différents projets sociaux et politiques, qui se construisent autour d'un modèle familial idéal. Quand on parle de la question d'avortement, quand on parle de la question de l'égalité femmes-hommes, regardez par exemple par rapport à ABCD égalité, qui a été critiqué, qui a fait objet de mobilisation visible dans les journées de retrait de l'école. Et la parole il y a eu une alliance très claire entre l'extrême droite et les intégrismes religieux et les extrémismes religieux autour de la question de l'éducation à la sexualité. Et ce qui a été avancé, c'était la question de l'identité sexuelle. Ce qui a été avancé de manière exagérée, de manière déformée, bien sûr, c'était le danger que les familles couraient
en exposant leur enfant à une transformation de l'identité sexuelle, d'une part, et d'autre part, par rapport à l'histoire de mariage pour tous, c'était le modèle de la famille qui serait menacé. Et quand vous regardez à la fin sur les positions qui s'affichent, vous voyez que ce modèle de la famille, dans l'histoire, dans une approche historique, dans une approche sociologique, n'a jamais été unique. La famille nucléaire, qui est la femme, l'homme, avec les enfants issus du même couple, sous le même toit, c'est un événement, c'est un phénomène moderne. Et effectivement, c'est un phénomène moderne et avec la démocratisation des droits, certaines situations ont sorti de l'ombre. Les mères, les familles monoparentales ont toujours existé. Les filles qui mettaient, ou les femmes qui mettaient l'enfant au monde seul ont toujours existé. Mais seulement dans les démocratisations et les droits démocratiques ont permis d'aborder les sujets sans tabou et revenir sur l'individualité libre et autonome, puisque ce qui fait le fond, la différence entre la citoyenneté démocratique et les autres formes, c'est de la reconnaissance de d'autres types d'autonomie. Ça, c'est encore très important pour notre réflexion. Quelle est la différence entre la citoyenneté démocratique et les autres formes d'être citoyen? C'est qui, dans une citoyenneté démocratique, deux types d'autonomie s'instaurent et sont affichés. Maintenant, il y a toujours un décalage entre ce qui réellement se réalise et le modèle idéal. Mais je parle de modèle idéal qui ne pourrait être réalisé et concrétisé que grâce à des luttes dans une avancée historique. Donc, qu'est-ce que dit ce modèle idéal? C'est premièrement autonomie collective, c'est que les lois, c'est que le peuple, dans la notion de la démocratie, est censé représenter l'union des individus libres et égaux devant la loi. Ces individus ne sont pas seulement destinataires des droits, mais ils sont aussi censés participer dans la construction des lois. Ça, c'est quand même très important. C'est qu'on ne pourrait pas, c'est ça qui fait la différence avec l'autoritarisme, même progressiste. Puisque dans un modèle autoritaire progressiste, vous pouvez dire, moi je décrète et tout le monde va être destinataire de droits. Non, dans la démocratie, effectivement, les individus libres et égaux sont aussi censés être auteurs des lois. D'où l'importance des luttes sociales et politiques et d'où la possibilité de régression, des avancées, mais aussi des régressions. D'où aussi la possibilité de changement, mais pas seulement dans un sens, dans le sens à l'inverse aussi. Ce qui a vécu, par exemple, ce que nous avons vécu autour de l'avortement en Espagne, après ça a été récupéré, ce qui était en Pologne, des millions qui étaient dans la rue pour dire non. Et ils ont réussi, mais dans certains cas, on peut ne pas réussir. Hein. Donc effectivement, ça c'est l'autonomie collective, c'est-à-dire aucune instance métasociale, pour parler dans un langage sociologique, aucune instance métasociale n'est pas au-delà du peuple. Voilà. Donc l'autonomie collective. La société revient sur elle-même. Et l'autonomie individuelle. Donc l'autonomie collective articulée avec l'autonomie individuelle, ça veut dire qu'au nom du peuple, on ne peut pas nier la liberté des individus, les libertés individuelles. Ce qui se fait aussi dans certains modèles, entre guillemets, populistes, c'est que vous dites, voilà, au nom du peuple, il faudrait que vous soyez dans tel et tel chemin. Ce n'est pas possible dans une citoyenneté démocratique. Les individus sont considérés comme libres et égaux, et d'où l'importance de la laïcité dans le soutien des libertés, plus particulièrement quand la laïcité soutient la liberté de conscience. La liberté de conscience, une des déclinaisons très importantes de la laïcité, c'est la liberté de conscience. Ça veut dire
On pourrait avoir une religion, ne pas avoir, être croyant, non croyant, et changer de religion. Sortir d'une religion, ce qui n'est pas possible dans certains pays ou dans certains contextes. Et donc, toutes ces libertés, ça maintient et ça soutient aussi les libertés politiques qui vont avec les libertés d'expression. D'où l'absence de délit de blasphème en France, par exemple, ce qui est aussi le sujet de conflit international aujourd'hui. En dehors des attentats, en dehors de toutes les tragédies que nous avons vécues ici, il faut savoir qu'au niveau international, il y a aussi des agissements pour que le délit de blasphème soit réinstauré au même niveau que la question du racisme. Donc, vous voyez, on est dans des enjeux qui sont à la fois internationaux, nationaux et locaux. On les récupère au niveau de quartier aussi. Donc, j'ai intime conviction, pas une conviction, ce n'est pas une croyance, c'est quelque chose que j'ai testé et j'ai bien validé par les observations à partir des recherches-actions. La question des droits des femmes et la question de l'égalité ou le rapport de sexe, de manière générale, est le meilleur lieu pour visibiliser ces enjeux. Les enjeux de la liberté et de l'égalité pour tous les individus. Et donc, là, ici, ça s'invite aussi une autre question qui est très importante aujourd'hui, c'est l'instrumentalisation de culturel et de cultuel. Et quand vous regardez l'instrumentalisation identitaire, quand vous regardez les différentes scènes, moi je reste quand même ici c'est international encore, mais je reste ici au niveau de la société démocratique pour pouvoir vraiment réfléchir sur nos défis aujourd'hui. Quand vous regardez, par exemple, sur le contexte local, on parlait avant qu'on rentre dans la salle, et c'est vrai qu'on pourrait constater qu'il y a parfois des tensions et des crispations autour de la laïcité et des droits des femmes. Et ces tensions et crispations sont beaucoup plus accentuées depuis que le Front National instrumentalise aussi la laïcité à des fins politiques. Il y a deux types d'instrumentalisation qui nous mettent en difficulté par rapport à ces sujets. Il y a d'une part l'instrumentalisation politique d'extrême des mouvements identitaires au niveau européen aussi, mais au niveau de la France également, qui font de la laïcité un principe culturel issu ou incarnant la société européenne d'héritage judéo-chrétien, pour dire que les autres, et plus particulièrement les musulmans, ne sont pas intégrables. Ça veut dire que ne peuvent pas s'intégrer dans un contexte laïque, ou auront des difficultés énormes puisqu'il s'agit d'un conflit civilisationnel pour eux. D'une part cela, et d'autre part les intégrismes religieux et les islamistes qui sont au devant de cette scène, qui, dans leur propagande, revient toujours sur le fait que l'égalité de sexe ou les droits des femmes seraient des fruits de la culture occidentale et qui seraient reliés avec la velléité de la domination coloniale et de la domination impérialiste. Et si on va un peu plus loin, on retrouve ces mêmes arguments qui sont développés par les islamistes dans certains mouvements de la société civile, tels que les indigènes de la République, pour ne pas les nommer. En fait, il y a plusieurs champs qui se rejoignent, ça veut dire plusieurs objections.
Je ne suis pas en train de les dénoncer, je trouve que tout ça fait partie du champ politique. Je ne dis pas que ces tendances ne doivent pas exister ou ils n'ont pas le droit de la citer. Bien sûr qu'ils ont les droits de la citer. Bien sûr qu'ils ont le droit de participer dans le champ politique. Mais je suis en train de réfléchir sur les enjeux de l'identité invités dans ce débat sur la laïcité et les droits des femmes. Alors, d'une part, nous sommes face à des tendances qui, au nom de la lutte anti-impérialiste, anticolonialiste, rejettent les valeurs laïques ou le principe de la laïcité comme un principe de domination. D'autre part, nous sommes en face des enjeux identitaires, des discours identitaires qui prennent la laïcité comme un discours de la culture judéo-chrétienne et donc qui ne correspondraient pas aux autres religions, particulièrement les musulmans. Et en troisième lieu, nous sommes face aussi à des islamistes qui disent oui, bien sûr, c'est des valeurs occidentales et nous, en tant que... C'est-à-dire que nous avons d'autres propositions pour les femmes musulmanes ou pour les hommes musulmans qui correspondent à leurs désirs ou leurs souhaits culturels. Donc vous voyez que le débat est très, très complexe, que ce n'est pas seulement un argument. Si on était seulement face à l'argument islamiste, ça aurait été plus facile. Si on était seulement face à l'argument d'extrême droite, on aurait été plus facile. On aurait une position plus facile à tenir. Et si on était seulement face à des mouvements entre guillemets anticolonialistes, on aurait une position plus facile. Mais hélas, on est dans ce contexte et il faut développer les outils de réflexion, les argumentaires, puisqu'on est dans un débat démocratique et ça ne peut pas se régler seulement par la dénonciation. Mais quelles sont les pistes de réflexion que je propose par rapport à ce sujet? Premièrement, revenir sur la question de l'identité et le rapport de la question de l'identité avec la question des droits des femmes. La question de l'identité a été toujours une des questions qui a fait obstacle l'exacerbation identitaire, puisque l'identité en soi, c'est une notion qui apparaît au XVIIIe siècle dans la science humaine, en même temps que la notion de la culture. Et effectivement, l'identité en soi, si vous voulez, c'est un concept, c'est neutre, on ne peut pas dire qu'elle fait obstacle en soi. C'est l'utilisation, c'est l'implication de cette notion qui pose problème. Beaucoup de psychologues pensent qu'il faudrait plutôt dire sentiment de l'identité. Il ne faut pas parler de l'identité comme quelque chose qui existe de manière très, très figée. Mais il y a aussi des autres qui proposent une notion dynamique de l'identité. En tout cas, ce qui est clair, c'est que quand on regarde au niveau individuel, chacun de nous pouvons faire cet exercice, c'est l'identité, comme disent certains psychologues, un sentiment d'identité qui nous permet de nous situer, de nous concevoir comme la même personne, tout en ne pas étant la même personne. Ça veut dire, en fait, on n'est pas à 5 ans la même personne qu'à 50 ans, à 80 ans, on n'est pas la même personne après avoir traversé les expériences de la vie qui nous ont transformés, mais en même temps, on est la même personne. Donc, c'est quand même un fil rouge qui nous permet de nous identifier. La même chose pour l'identité collective. Par exemple, aujourd'hui, pour la société française, qui n'est pas du tout la même avant et après la Révolution française, qui n'est pas du tout la même avant et après 68, est-ce qu'on peut prétendre que la société française, il y a 60 ans, c'est le même? Mais il y a un fil rouge. Il y a des éléments qui permettent de dire, voilà la société française, au-delà de la langue, des questions culturelles, mais aussi les valeurs républicaines qui font aussi partie de l'identité politique de la France.
Donc c'est tout ça qui fait l'identité collective. Et pour la personne aussi, il y a plusieurs référents identitaires. Mais ce qui est très clair, c'est que ça, c'est évolutif, ça, c'est dynamique. Et en aucun cas, on ne peut pas parler d'une notion figée de l'identité. Il n'y a pas une identité figée. Et d'où d'ailleurs l'expression des mouvements identitaires, puisqu'ils veulent proposer une identité figée qui remplacerait la dynamique de la construction identitaire ou la dynamique de l'identité collective, et qui sont obligatoirement dans une notion figée de l'identité qui emprisonne. Et ça, c'est le deuxième point qui est très important, que ce soit pour les extrémismes religieux, que ce soit pour les autres mouvements identitaires, c'est emprisonner les personnes, la personne comme individu et les groupes ou les collectivités dans une identité globalisante et imposante. C'est que, par exemple, vous dites à un individu, comme tu es de telle culture, tu dois être dans ça, ça et ci. Ça veut dire avoir un récit complètement figé et limité dans lequel la personne doit se mettre. Et ce qui fait la différence entre l'appartenance communautaire et le communautarisme. En fait, l'appartenance communautaire est riche, est un facteur de la richesse, un facteur de l'ouverture, de lien social, de sécurité, mais dès que ça devient un emprisonnement, dès que ça devient un référent globalisant et dès que l'individu est nié au nom de la communauté et le choix individuel et la liberté individuelle sont niés au nom de la collectivité, effectivement, ça devient du communautarisme. Et ce communautarisme pourrait être culturel, pourrait être national, nationaliste, ça pourrait être de plusieurs types de tendances. Et effectivement, les femmes ont été toujours victimes de ce genre des exacerbations de l'identité, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque de la Révolution française, c'était au nom de l'identité sexuelle qu'on a exclu les femmes. On a dit que les femmes ne sont pas capables de faire telle et telle chose. Et donc, elles sont vouées plus à l'espace privé. Elles sont vouées plus, ça veut dire à partir d'une identité sexuelle, il y a des codes sexuels, virilité, féminité, tout ce qui fait le sexisme aussi, l'hierarchisation. C'est qu'on crée une hiérarchisation sexuelle selon laquelle les femmes ne seraient pas capables de faire certaines choses puisqu'elles sont femmes, et les hommes ne seraient pas capables de faire certaines choses. Par exemple, les hommes ne peuvent pas pleurer, ne peuvent pas se permettre d'être trop faibles, ne peuvent pas être dans certains métiers, ne peuvent pas s'occuper des enfants, ne peuvent pas, voilà. Et je vous ouvre une parenthèse puisque j'étais dans un quartier où on faisait il y avait un théâtre, une pièce de théâtre au forum avec les habitants. Et il y avait des personnes qui se sont levées et qui ont dit, oui, on parlait des tâches que les femmes peuvent faire ou non par rapport à l'éducation parentale. Et c'était l'histoire d'un père qui devait s'occuper de son enfant. Et il y a je pense, un monsieur ou une dame, je pense que l'un et l'autre, il y avait deux personnes qui disaient que, oui, c'est très bien, on peut donner le biberon, on peut donner, mais pour changer la couche, c'est absolument féminin. Et donc, c'était vraiment un débat très intéressant. Et pourquoi? Quelles sont les images qui sont liées à la couche pour dire que c'est seulement des femmes? Alors, ça, c'est pour dire comment ça renvoie à tout ce que nous pensons, les images, les désirs, les fantasmes, l'intimité, le public. Et c'est ça qui rend le sujet très intéressant. C'est quand on dit la division sexuée de l'espace, la division sexuée des rôles, c'est ça qui a fait que dans la Révolution française, on a exclu les femmes des droits humains et il a fallu des luttes sociales et politiques pour y arriver. Et la même chose pour les autres droits, de toute façon, quand il s'agit des divisions identitaires. La même chose pour la question du racisme qui hiérarchise selon l'identité raciale.
les races n'existent pas, mais le racisme perdure. Parce que ce genre de catégorisation, quand elles deviennent une idéologie, ça a la vie beaucoup plus longue que même les repères qui ont fait vivre ces idéologies. Donc, dans l'histoire des femmes, c'est toujours une constance. La question de l'identité a été toujours manipulée et chaque fois, il y a le culturel et le religieux qui sont utilisés pour créer cette impasse identitaire. Et culturellement, on a dit, même dans les milieux syndicalistes, je rappelle pour les amis syndicalistes, on a dit les femmes se votent plus droite, donc ce n'est pas la peine de donner les droits de vote. On a dit les femmes, de toute façon, on ne sait pas si voilà, ils sont capables de telle et telle chose. Ce n'est pas la peine qu'elles deviennent des femmes politiques. Vous voyez, il y a tous les arguments culturels et religieux aussi qui viennent pour interdire et pour limiter les droits des femmes. Aujourd'hui, ça c'est peut-être la dernière partie de mon intervention, aujourd'hui, ces mouvements identitaires de tous les côtés sont de retour. Et le phénomène très marquant de notre époque est le phénomène d'idéologisation de religieux. Ce que j'appelle l'idéologisation de religieux, ça provient du fait que toute religion est, comme disait Maxime Rodinson, l'a dit pour l'islam, mais valable pour toutes les religions. Dans toute religion, il y a des différentes interprétations possibles et il y a deux extrêmes possibles. Il y a deux tendances importantes possibles. Il y a une tendance à l'humanisation. On le voit aussi par certaines personnalités religieuses, Abbé Pierre, par rapport à l'histoire de logement, humanisation, donc reliée, religion en tant que reliée. Et il y a une idéologisation possible dans le sens politique. Et ça, c'est possible, on l'a vu avec la période d'inquisition en France, on le voit aujourd'hui avec tous les alliances des mouvements des intégristes religieux avec les mouvements néoconservateurs. Et l'islamisme est intéressant à regarder puisqu'il est devant la scène et depuis les années 80, le développement de l'islamisme sous différentes formes. J'insiste sur cela, puisque l'islamisme, nous sommes aujourd'hui très choqués et nous sommes aujourd'hui très affectés, et même infectés bien sûr, par le développement du djihadisme qui tue. Mais il faut savoir que l'islamisme n'est pas que le djihadisme. L'islamisme pourrait se développer aussi sous forme réformiste, parlementaire, etc. Mais dans tous les cas, l'idéal politique qui est développé, c'est plus faire une société inspirée des lois islamiques, de lois religieuses. Et donc, ça rentre en contradiction avec le modèle de la citoyenneté démocratique, de toutes les manières. Et ça se fait, cette idéologisation pour les islamistes, ça se fait avec une idéologisation de quelques concepts qui sont intéressants à rappeler. Premier concept, c'est l'Umma. Umma, c'est le concept de la communauté musulmane, qui est un concept coranique, si vous voulez, et qui fait appel à la communauté des croyants, comme la communauté des gens qui partagent la même foi, la même croyance, et qui sont, voilà, l'Umma. Cette Umma est idéologisée comme une collectivité musulmane qui trouverait sa solution et ses désirs et ses souhaits sous la loi islamique, la charia. Et la notion de Umma est idéologisée, la notion de pur et impur, halal et haram, licite et illicite est idéologisée, élargie et mise à toutes les sauces. On voit aujourd'hui une campagne de halalisation qui va très loin, et même parfois ça rejoint les cas qui sont surréalistes même. C'est-à-dire on voit moi ce que j'ai vu, pour vous donner un exemple, c'était dans un quartier où on m'a dit, il y a une dame qui s'est levée, il m'a dit, Inch'Allah, vous savez que nous avons le coiffeur halal. Et ça, c'était vraiment inédit. Moi, je lui ai dit, ça veut dire quoi? Il a dit, si, c'est marqué coiffeur halal.
parce que, quand je me suis renseignée, ils ont dit parce que c'est seulement les femmes qui peuvent rentrer, ça devient halal. D'accord. Alors, comme l'être humain est très imaginatif, vous pouvez imaginer les business qui peuvent se développer autour de cette halalisation et c'est prospère. Hein. Le problème, c'est que l'économie s'y met aussi. Et donc, il y a aussi les avantages en termes de l'argent qui sont associés, ce n'est pas que la croyance. Donc, effectivement, cette idéologisation, ça rend prospère les gens. Alors, et après, la question de djihad aussi est idéologisée, puisque djihad, c'est un concept qui pourrait être interprété de mille façons, mais ici, on l'interprète dans le sens d'un devoir de combattre la personne qui n'est pas dans la loi, sous la loi, comme les gens qui se croient représentants de Dieu sur la terre, ils le déclarent. Donc, en fait, il s'agit d'une idéologisation totalitaire qui propose un modèle globalisant et qui sort de ce modèle ne serait pas le vrai musulman. Et dans une étude que je fais sur le processus de ce qu'on appelle l'adhésion à l'islamisme ou la radicalisation, etc., j'ai rencontré également les jeunes qui me disaient, nous, nos parents, ce n'est pas les vrais musulmans, c'est nous qui allons leur apprendre le vrai islam. Et ce vrai islam a été appris, ils avaient appris auprès des prédicateurs, auprès des satellites, auprès de choses. Je ne suis pas persuadée que ce soit seulement Internet qui joue un rôle. Je n'ai jamais cru au concept de loup solitaire. Quand vous allez sur Internet, vous avez déjà quelque chose en tête pour trouver tel et tel site. Hein. Donc, il y a toujours le contexte local qui influe, d'où notre rôle. Et donc, dans ces propagandes islamistes, comme dans la propagande de l'intégrisme chrétien et juif, il y a la place des femmes qui joue un rôle central. Et pourquoi ? Parce que tous ces mouvements proposent un ordre moral. Leur projet est fondé sur un ordre moral. On vit dans un monde qui est marqué par la crise sociale, politique et culturelle. On vit dans un monde qui fait angoisser les personnes par l'idée de perte. On est dans un processus de mondialisation, bien sûr, il y a des ouvertures, mais il y a aussi ces peurs et ces angoisses qui sont accentuées. Il y a tous ces angoisses sont instrumentalisées par ces mouvements identitaires en leur proposant les lieux sécuritaires, les lieux identitaires comme la sécurité, comme porteurs de la sécurité, alors que c'est des fantasmes. Mais ça marche. Et il ne faut jamais oublier que la subjectivité est très importante. Ce que les gens pensent, ce qu'on ressent, ce que nous ressentons, ce que nous pensons, c'est aussi important que les événements concrets de notre vie. Et influent, il y a une interaction entre notre subjectivité et notre action objective. Et donc, ces mouvements identitaires travaillent sur cette subjectivité par rapport à la proposition d'une offre politique. Il s'agit d'une offre politique. Et je dis toujours, et je l'écris toujours, l'islamisme n'est pas une pratique religieuse. C'est une offre politique. De la même façon que les autres mouvements politico-religieux sont des offres politiques. Et cette offre politique a dans son centre une offre de l'ordre moral. Un ordre moral qui est censé apporter la sécurité, apporter des repères, des sécurités dans un monde qui ne le fournit pas. Et donc, effectivement, dans dans cet ordre moral, la hiérarchie sexuelle joue un rôle très important. La virilité, la féminité, tous les repères. Et c'est pourquoi, quand vous regardez même dans les propagandes djihadistes, vous voyez les symboles virils qui sont mis à la sauce pour dire « vous êtes un vrai homme quand vous prenez l'arme ». Vous êtes une vraie femme quand vous vous cachez de regard. Vous êtes une femme pudique. La pudeur est beaucoup travaillée. Vous êtes une femme désirée, aimée en tant que mère, épouse, mais en tant qu'individu libre, vous êtes renvoyé à l'image de
enfin mauvaise, de la femme. Et ça, je rappelle qu'à la culture patriarcale, toutes les cultures patriarcales, pas seulement la culture islamique, mais dans tous les pays, dans les cultures patriarcales, il y a deux images paradoxales qui sont à la base des fantasmes patriarcaux. C'est la mère et... Voilà, très bien. Je compte sur vous toujours, alors. Donc ça, si vous voulez, ces deux fantasmes sont gravement et habilement travaillés pour créer cet ordre moral, pour transmettre cet ordre moral et pour mobiliser autour d'une offre politique. Face à cela, une démarche laïque, une pédagogie laïque, c'est vraiment très important. Le développement de cette pédagogie nous permet de déconstruire les schémas identitaires figés, de revenir à une identité ouverte, à une construction identitaire ouverte qui ne peut se faire que dans l'égalité et dans la liberté. Et donc, ça, ce sont des enjeux très importants d'aujourd'hui. Et pour répondre à ces défis, à ces enjeux, nous avons du pain sur la planche. Voilà, je finis et je vous remercie pour votre écoute et je suis à votre disposition pour les questions. Moi, je vais revenir parce que là, en fait, j'avais une petite idée, mais que cette montée en France date à partir des années 80, et que les premières à crier haut et fort les difficultés qu'avaient les mères séparées de leur mari, les difficultés qu'elles avaient à ce que leur enfant soit embrigadé, pour pas dire complètement endoctriné. Elles ont crié, elles ont créé des associations. L'État ne les a absolument pas entendues. Et elles reviennent là maintenant en disant, on vous l'avait dit, on a monté des associations de femmes en colère, et rien n'a été fait. Et maintenant, le constat, il est là, 30 ans après. Alors, moi, je suis très contente de savoir que, voilà, ce qui se passe aujourd'hui, ça avait été repéré bien avant, mais qu'on a laissé quand même... on a laissé quand même des enfants partir là où on sait. Ça veut dire, en fait, vous savez, j'ai dit toujours le terrain, et le terrain qui est multiple. Vous savez, il y a des personnes qui le voyaient, il y a des personnes qui minimisaient, il y a des personnes... Il y a toujours sur le terrain les mêmes débats qu'au niveau des médias, puisque parfois on pense que c'est seulement les médias qui sont mitigés ou qui exagèrent. Mais non, sur le terrain aussi, il y a des confrontations idéologiques sur le sujet. Et c'est pourquoi c'est important d'élucider, d'avoir des arguments, d'avoir des choses. Mais oui, moi je pense que moi-même, comme je vous ai dit, je suis exilée politique, donc... quand j'ai appris la langue française, c'était quelques années après, moi je suis arrivée en 82, et dans les années 95, j'ai rencontré l'islamisme en France et j'étais la première... En fait, ça m'a vraiment interloquée. Je me suis dit, comment c'est possible que en France, et tout ce que j'avais vécu et tout ce que j'avais mis en réflexion, puisque quand je l'avais vécu, je ne comprenais pas grandement qu'est-ce qui se passait même au niveau de la révolution iranienne. Personne ne savait. Et donc ici, j'avais commencé à travailler et j'avais quand même cette grille-là qui m'aidait. Mais je pense que les gens du terrain étaient aussi un peu en désarroi face à des choses qu'on voit. Et même aujourd'hui, quand les gens du terrain voient des choses, les politiques, quand ils renvoient aux politiques, bien sûr qu'il y a un débat idéologique, même au niveau des politiques. Il y avait même des sociologues ou des anthropologues qui ont essayé de minimiser les choses en disant c'est pas la peine, c'est pas vrai, et tout. Donc c'est pourquoi je disais que les intellectuels ont un rôle à jouer. Et je suis persuadée que quand les gens du terrain voient des choses, il faut vraiment prendre au sérieux la chose. Et les associations comme la Ligue d'enseignement comme les autres doivent aussi être des lieux de capitalisation de ce genre de savoir et d'interpellation des politiques. Parce que les associations de quartier ou les associations que les maires ou les autres ou les pères ou les parents créent
seuls ne peuvent pas aussi amener leur parole. Je pense que ce qui a manqué, ce qui manque toujours, c'est aussi un certain décalage entre le milieu de recherche et le milieu de politique, ça veut dire de réflexion politique. Je ne parle pas des politiciens, la réflexion politique qui est en retard par rapport à ce sujet. Et d'autre part aussi les grands organismes ou les associations qui peuvent interférer. Et à mon avis, c'est pas toujours tard, c'est pas tard, c'est jamais tard. Il faut quand même reprendre une sorte de capitalisation de savoir, revenir, mettre le mot et surtout sortir de débats dans les salons et aller sur le terrain, puisque c'est là où la question se pose vraiment. Et à partir des actes quotidiens, très, très petits actes. Moi, je voulais juste revenir sur un peu l'historique des mouvements politiques islamistes. Et le premier d'entre eux, c'était les frères musulmans. C'est une opposition à des pouvoirs dans le monde arabe où les statuts démocratiques n'existent quasiment pas. Et voilà que le seul outil à peu près démocratique, libre et accessible pour le commun des mortels, c'est la mosquée. Alors, je vais resituer. Je suis algérien. Moi, j'ai vu le développement de l'islamisme en Algérie. J'en ai vu sa violence concrètement au quotidien. Et j'ai vu le mouvement s'installer gentiment. Au départ, par des missions de charité, par des missions culturelles. Alors, on crée des écoles. Alors, au départ, pour aider les enfants, etc. Puis finalement, ça finit par être des écoles coraniques. Mais les lieux de culte, c'était des lieux où on pouvait un petit peu être en opposition. Alors, tant que le goupillon se mariait bien avec le séculier, pas de problème, l'armée qui était en place en Algérie, je parle pour l'Algérie, mais c'est quasiment la même chose, un peu partout, ça passe, voilà, on a des espèces de confrontations, mais en même temps on a comme des intérêts communs, ça le fait jusqu'au jour où à un moment donné, il faut bien rétablir la force de l'un ou la force de l'autre, et effectivement, après tous les mouvements frères musulmans en Égypte éradiqués et renvoyés partout dans le monde. Partout dans le monde, alors vous revenez à l'Algérie. L'Algérie, c'est quand même un peu plus complexe. On est dans un pays qui est indépendant en 62, qui a vécu 132 ans de colonisation, qui avait au maximum 5 ou 6 000 entre les médecins, les enseignants, etc. à la sortie de la guerre d'indépendance. Donc, premier mouvement, c'est les enseignants. On a envoyé des enseignants d'Égypte former le petit peuple algérien à une langue qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils ne comprennent toujours pas et qu'ils ne parlent toujours pas au quotidien. Mais par contre, l'idéologie islamisante, elle est bien diffusée. Et c'est un système qui s'est installé quasiment partout. Et dans les années 90, on a un jeune homme qui habite Vaux-en-Velin, qui s'appelle Kelkal, et qui finit, on ne sait pas comment, par adhérer. Sauf qu'en 91, quand tous les groupes du GIA se retrouvent libres de circuler en France et de pourrir une jeunesse française, en Allemagne, la même chose, et en Angleterre, je ne vous raconte même pas, à un moment donné, tout ça, ça se paye. Et puis ça se paye par des braves gens qui, en plus, eux, à leur niveau, quotidiennement se battent pour essayer de s'en sortir gentiment. Mais dans un quartier où il y avait un peu de mixité en 1960, encore un petit peu en 70, c'est vu se déliter et se retrouve quasi tout seul. Et là, je peux vous dire que l'envahissement des petits groupuscules de Tablir, c'est les enseignants de la foi pure et dure, qui est les fameux mouvements salafistes, gentiment, ils viennent rééduquer vos enfants. Et moi, je peux vous dire que dans les années 90, 80, jusqu'à 2000, on voyait des tas de gens installés, et nous reprendre une jeunesse et lui raconter des conneries sans nom. Une jeunesse qui, en plus, n'a pas forcément des référents, comme vous disiez tout à l'heure, qui accusent leurs parents d'être des mauvais musulmans. Moi, j'ai connu ça et j'ai vu ça. Et puis, il y a un autre truc aussi, mais pas seulement en France. C'est que n'ayant pas de solution politique, sociale, économique pour une grande majorité de ces quartiers, allons-y, on va déléguer. Et on a délégué, effectivement. En 2005, quand il y a eu les émeutes, on n'a pas appelé des éducateurs ou des spécialistes sociologues, les imams du quartier, s'il vous plaît, voyez comment on peut faire pour essayer de trouver et d'apaiser. Moi, je m'excuse de vous demander pardon, mais réflexion de tout à l'heure, le prêtre, pour moi, à mes yeux, comme l'imam, moins bon que l'enseignant. Donc aujourd'hui, on a une population qui enquête, en recherche, qui a besoin de se construire une identité heureuse, la fameuse de Juppé, qu'on lui a refusée pendant des années, à gauche, avec difficulté, à droite, avec mépris. Et je peux vous dire que les grands mouvements extrémistes, religieux, politicaux, aujourd'hui, ils ont plus la tronche à Fillon qu'à d'autres.
Voilà, ça c'était mon opinion, je la partage, à vous de voir avec, mais ne nous trompons pas. Les braves gens qui habitent dans nos quartiers, ils sont français, ils ne bougeront pas de là, ils resteront là. Alors à nous de trouver les codes de conduite, les codes d'échange, à nous de créer des plateformes et des espaces d'échange et des vrais ponts. Et puis de redonner aussi espoir à l'ensemble d'une population, dans une ville, dans un quartier, dans une région, dans un pays. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont l'impression que, de toute façon, quoi qu'ils fassent, ils sont reclus. Je peux vous jurer qu'il y a plein de gens qui ne mangeront pas de porc pour vous faire plaisir. Par contre, ils sont prêts à vous échanger, recevoir, à s'adapter, machin. Mais il y a un moment donné, il faut juste rendre à César ce qui lui appartient. Ce qu'on ne leur a pas donné jusqu'à présent, ne l'exigez pas comme ça du jour au lendemain. Et puis surtout, accepter l'idée que des différences, elles s'éteignent. De toute façon, elles s'éteignent au fur et à mesure. Elles s'éteignent d'une génération sur l'autre. Je pense que dans les questions de ce matin, avec les échanges qu'on peut avoir, montrent aussi que on attend des réponses, alors qu'en réalité, c'est à nous de les construire ensemble. Et lorsqu'on s'indigne parfois que les choses n'aient pas été faites en temps et en heure et avant, mais j'ai envie de dire, c'est toute l'histoire de nos sociétés, quelle qu'elle soit. Avant d'y comprendre et avant de savoir ce qu'il en est, on prend du temps, d'autant qu'en plus, il y a du déni, mais chez chacun d'entre nous. Dans les années 90, j'avais une copine qui avait dû fuir l'Algérie avec son mari et qui me disait « Mais tu te rends pas compte c'est en train de s'installer en France. » Mais franchement, pour moi, non. Vous voyez ce que je veux dire, on n'arrivait pas à l'entendre, on ne pouvait pas le voir. Et en plus, ça s'explique par plein de choses croisées. Donc c'est compliqué pour tout le monde, et ne demandons pas à nos politiques, qui sont quand même censés être issus quand même de la population, de mieux comprendre le reste. C'est à nous tous de prendre conscience et de construire. Alors sur des choses, y compris très concrètes, il y a plein de petites choses qui se font de façon concrète dans nos villes. Bon, moi personnellement j'habite à Aubervilliers, il y a plein de choses qui s'y passent. Montreuil, je voulais rouler une expérience de Montreuil où il s'avère, parce qu'on parlait de l'égalité des femmes et du droit des femmes. Il s'avère donc que dans la rue la plus passante de Montreuil, de nombreux cafés, et il s'avère qu'en fait les femmes quasiment n'ont plus droit à l'espace public, enfin plus droit, pas parce qu'il leur est interdit, mais enfin parce que, elles se l'interdisent d'une certaine façon, elles ne s'y sentent pas les bienvenues, et notamment dans la fréquentation des cafés. D'accord ? Et quand elles rentrent, eh bien... le regard qui est jeté sur elles ou sur nous est plutôt curieux et désagréable. Eh bien, ils sont en train d'essayer de reconquérir la rue. Par une association, par une bataille, par une saisine des élus, etc. Alors, avec des actions parfois un peu curieuses, mais bon, pourquoi pas. Mais, parce qu'elles ont placardé quand même sur des cafés, les cafetiers n'étaient pas très contents, c'était où sont les femmes, etc. Parce qu'après, il fallait nettoyer le matin. Mais ceci étant, c'était aussi pour faire et avancer aussi des choses. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Oui, notre société, elle est comme ça aujourd'hui. Ça veut dire qu'on doit se retrousser les manches et chacun d'entre nous avoir de l'exigence envers nous-mêmes, envers autrui et batailler sur nos convictions. Car oui, c'est une histoire de conviction. Et la conviction, elle se passe par le débat, par la confrontation d'idées, par des choses sur lesquelles on dit qu'on ne transigera pas. Voilà. Mais dans le respect des autres. Je veux dire, bien sûr, on va forcer personne à manger du porc si on n'a pas envie, etc. C'est dans le respect de chacun. Et c'est ça notre bataille. C'est aussi le fait que, comme vous le dites, il faut lire aussi, pas lire forcément Houellebecq, mais il faut quand même qu'il y ait des critiques multiples de ces choses-là. Ce qu'on vit dans une attente envers les autres qui nous disent des choses, alors que si on prenait en main nous-mêmes un peu ce qu'on doit faire, moi je pense qu'on aurait les médias qui seraient un peu mieux, les politiques qui seraient un peu plus avertis. En fait, il y a toujours une interaction entre ce que nous sommes, tout en ne pas nivelant le niveau de la responsabilité, puisque la responsabilité des politiques n'est pas le même que moi, la citoyenne. Mais en même temps, moi, je ne laisse pas la place tous aux autres de faire. Chacun, et c'est l'exemple que vous avez donné, c'est très très important, c'est que dans certains quartiers maintenant, par rapport à l'exacerbation des codes de non-mixité, puisque non-mixité, c'est aussi un de ces codes, comme licite, illicite, qui est en train d'être exacerbé par certains mouvements, et ça donne aux femmes l'impression de ne pas être désirables dans certains espaces.
Et ça se fait de manière assez calme et silencieuse, mais après 10 ans, vous arrivez à une configuration de l'espace qui est différente. Et comme vous le dites, à Montreuil, à Aubervilliers ou ailleurs, ou à Toulouse ou ailleurs, les femmes et les hommes ont commencé à casser ces codes-là, à dire nous allons investir l'espace public par notre propre volonté. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait les idées politiques, il faut les élus, il faut les autres, mais aussi les citoyens peuvent investir les lieux publics et petit à petit casser ces codes qui ont été installés. Pour l'Algérie, vous avez absolument raison, c'est que c'est effectivement, ça se joue également dans quand on est dans un État autoritaire, ça se joue, comme vous l'avez très bien expliqué, mais aussi dans une démocratie aujourd'hui en France, quand les mêmes mécanismes pourraient être mis en œuvre dans une localité. Ça veut dire qu'en fait, là-bas, c'est au niveau national que ça se pratique. Et ça me permet, votre intervention, à dire quelque chose, c'est que parfois on se demande qu'est-ce que cette offre politique, pourquoi ça marche auprès des jeunes. Moi, j'avais écrit un article que vous trouverez sur mon site, mais c'était dans Le Monde, mais c'est daté. C'était pourquoi c'est ça la vraie question qui doit nous interroger. Pourquoi les jeunes sont intéressés par cette offre politique? Et quand vous creusez la chose, au fond, il y a une sorte de proposition de pouvoir à ces jeunes. C'est que quand vous vous mettez dans cette logique, vous prenez le pouvoir sur les autres aussi, à un petit niveau, mais c'est un pouvoir. Et là, ça nous renvoie aussi à ce que nous proposons en termes de reconnaissance, en termes de pouvoir citoyen, en termes de... Donc il y a plein de petites choses qui pourraient se faire, puisque même l'histoire de Khaled Khalkhal que vous avez appelée, c'est plein de leçons, puisque Khalkhal n'était pas un échec scolaire, contrairement à ce qu'on a tendance à voir tous les jeunes qui sont défavorisés, c'est la question seulement de chômage, c'est la question... Non, c'est aussi... il n'a pas été dans l'échec scolaire, il a été même un très bon élève, il a changé de lycée, et là, il s'est trouvé un peu dans une isolation, et après, il a trouvé son milieu ailleurs. Et toutes ces histoires de l'ouverture, fermeture, de ce qu'on propose à des gens qui sont différents, de liens qu'on propose, toutes ces histoires-là sont très très importantes par rapport à la prévention. C'est ce que vous l'avez dit, je suis d'accord avec vous, et aussi avec la dame, c'est que bien sûr que les politiques peuvent être en erreur. Mais je pense que les citoyens également ont chacun de nous pouvons jouer un rôle si nous avons une grille d'analyse lucide de ces phénomènes qui sort des cases. C'est pas une des grilles d'analyse qui sort de cases, c'est de dire tout le monde pourrait être attiré par ces idéologies. C'est pas seulement les chômeurs, c'est pas seulement les gens qui sont en difficulté, puisque ces idéologies offrent quelque chose. Et si on déconstruit, si on décortique cette offre-là, en face, on peut, dans l'éducation populaire, proposer autre chose. Mais comment on fait quand une éducation populaire perd ses moyens? Ça aussi, c'est une vraie question en France. C'est que l'éducation populaire, même dans la formation des animateurs, des éducateurs, ces questions sont presque absentes depuis des décennies. Sont absentes. Je ne parle pas de charte de la laïcité, je ne parle pas de... C'est important juridiquement la laïcité, mais je parle de tout ce débat qu'on a ensemble. Ça, ce n'est pas vraiment en termes de l'égalité femmes-hommes, en termes de la question de vivre de manière civique ensemble. Toutes ces choses-là ont été désertées au niveau d'une formation conséquente par rapport à l'éthique de l'intervention, par rapport à ce que les associatifs peuvent faire. Et tous ces champs nous sont ouverts, et je pense que c'est jamais tard de vouloir le faire, vraiment ce vrai débat. Donc déjà, je suis responsable d'une équipe éducative et qui fait du travail de prévention sur les quartiers, voilà, de France, donc pour les éducateurs de rue. Donc nous, on travaille dans la rue auprès des jeunes. Donc on va vers les jeunes. Donc c'est
c'est des jeunes qui sont en difficulté, on va dire, sociale. Et on dit qu'ils sont en inadaptation sociale et nous, on essaye de les réinsérer. Enfin, voilà. C'est des grands mots. Mais parfois, je l'ai fait pendant 8 ans, je l'ai fait à Porte de la Chapelle et à Fontenay-sous-Bois. Et donc, quand on va auprès des jeunes, la seule chose que nous, on amène et qui peut les faire changer, c'est qu'on les prend en compte. Souvent, ils ne sont pas pris en compte. Ils ne sont pas représentés. Il y a très peu de diversité dans les médias, dans leur quotidien. Quand je dis de la diversité, au niveau de la réussite. Voilà. Et donc, nous, on arrive, on les prend en compte. On fait un peu comme on pourrait dire ces extrémistes qui viennent et qui draguent ces jeunes-là et qui les envoient en Syrie. Donc nous aussi, on vient, on les drague pareil et on les envoie à la mission locale. Mais voilà. Donc moi, je vais parler vraiment de ce champ-là. Je vais pas aller à l'international, machin. Mais dans nos quartiers, en France, et c'est ça qui, des fois, je trouve triste. On aime bien regarder ailleurs, mais déjà, il faut commencer par nous-mêmes. Et dans nos quartiers en France, on voit parfois des choses. Des fois, on en rigole et tout, mais c'est triste. Un jeune m'a dit un jour, voilà, moi à l'école, après la 3e, on m'a proposé, je croyais qu'il n'y avait que 3 boulots qui existaient. Plombier, électricien ou vendeur. Alors vous vous rendez compte de cette tristesse? Donc nous, on amène un peu d'utopie, un peu de... Voilà, on est derrière eux, on les pousse, mais il faut cette diversité. La dame parlait de débat, il faut débattre, il faut en parler, mais certaines personnes ne font pas partie de ce débat-là. Donc on n'entend jamais la parole. Ce matin aussi, il y a une dame qui disait que oui, par rapport au voile, c'est irritant, c'est dangereux. Bon, le monsieur lui a répondu, mais des femmes voilées dans l'espace public, j'en ai jamais entendu parler. Ils prennent pas la parole. Et ça peut être... quand on prend en compte quelqu'un, je vais donner mon exemple personnel, mais quand on prend en compte quelqu'un, ça peut faire des grandes choses. Ma mère a été assistante sociale, elle partait en boubou faire assistante sociale. Mais on l'a pris en compte, et voilà, et très bien. Et sinon, on passe dans le renfermement, on se renferme. Voilà. Et ces jeunes-là, petit à petit, ils se renferment. Quand on leur dit, vous avez des droits, vous avez des possibilités de faire des choses, ils ne nous croient pas au début. Ils ne nous croient pas. Ils disent, non, c'est pas pour nous. Et après, ça crée un nous et eux. Et donc, sur les quartiers, parfois, en dehors de la police, on est les seuls à passer auprès d'eux. La police passe pour faire leur fameux contrôle. Et nous, on passe, on est les seuls à s'intéresser à eux en dehors de la police sur certains quartiers. Alors, c'est bien beau de faire des grands discours, des bien trucs, voilà, machin, non. Et comme le disait ce matin le vice-président de la Ligue de l'enseignement, les grands discours, les choses, tant qu'eux, ils ne sont pas pris en compte, ils ne sont pas considérés, franchement, on peut parler des heures et des heures. Et j'ai très peu entendu... Aller dans la rue, on a fait un jardin partagé, et les jeunes, c'est eux qui ont fait le jardin partagé, ils ont mis la grille, on a creusé, bon bref. Il y a des voisins qui sont juste passés et creusé avec eux, ils ont aidé à mettre la terre et tout. Mais juste ça. Et tout ce lien social, les gens ont peur des uns des autres. J'ai proposé à la mission locale de quitter leur bureau et d'aller sur le quartier, et je vous promets que ça a détendu l'atmosphère. Ils ont compris comment ils vivaient, comment ça se passait, et je vous promets que ça a changé beaucoup de choses au niveau de ce lien-là. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, et je voudrais qu'on donne la parole à plus de monde, divers. Et en plus, et pour finir, parce qu'on parle aussi des femmes, alors eux déjà ils sont dans une misère, et souvent quand il y a quelqu'un les femmes, leurs conditions elles sont encore plus déplorables, que c'est souvent comme ça, et c'est partout dans le monde comme ça. Donc je vous parle même pas des filles dans ces quartiers-là, invisibles. Invisibles, ça veut dire que pour les joindre, c'est que par téléphone. Après le collège, elles sont invisibles. Donc voilà. Merci. Non, mais vous avez... Vous voulez encore une? Non, mais je
je finis sur la dernière, puisque je pense qu'il y a deux points que je voudrais, sur ces 2 points, donner un peu d'explication. C'est en fait cette invisibilité des filles dans l'espace public, ça renvoie à ce qu'on avait discuté, cette division sexuelle qui s'instaure petit à petit pendant des années dans un contexte de désertation de quartier et aussi la ghettoisation qui s'installe. Et après ça, c'est encore une fois, les femmes sont les premières victimes. Donc ça, c'est quelque chose qui est un signe de la situation générale de quartier. Et ça, vous avez absolument raison de dire qu'il faudrait que les gens prennent la parole. Mais par rapport aux femmes voilées, quand vous avez dit la chose, c'est que moi, je circule pas mal dans les quartiers. Je fais, par exemple, dans ce théâtre, ou déjà la semaine dernière dans plusieurs quartiers, et j'ai toujours vu qu'il y avait dans le public les femmes voilées, les autres femmes qui ont pris la parole, qui ont discuté, qui ont eu leur réponse. Il y avait des mères, il y a des jeunes femmes, il y a les autres. Mais il faut faire 2 niveaux d'analyse. Je fais toujours 2 niveaux d'analyse. Quand vous êtes dans la question de la laïcité et les droits des femmes, d'une part, vous avez l'école laïque où les signes religieux ont été... Voilà, ça c'est autre chose. Et pour moi, c'est une chose... Vraiment, c'est un phénomène intéressant que j'ai rencontré après, malgré toutes les critiques qui se faisaient autour de cette loi. Quand je vois les lycéens, et je le vois tout le temps, qui, en rentrant au lycée, ils enlèvent, ou les collégiens, et après ils le reprennent, il y a des gens qui disent, Chala, mais à quoi ça sert? Si, ça sert à désacraliser le phénomène, à ne pas penser que le voile doit être collé sur ma tête parce que je suis de tel et tel sexe, et de dire, voilà, les espaces, on pourrait aussi, selon les espaces, changer d'attitude. Ça, c'est déjà un apprentissage de désacralisation. Très important. Deuxième aspect qui est important, il faut savoir que le voile n'est pas que dans la loi islamique. Ça a été dans toutes les religions. Et chaque fois, je ne parle pas des habits traditionnels, je parle de la loi qui est imposée par l'idéologisation de religieux. Je parle de voile qui s'impose en disant, oui, quand vous êtes femme dans telle religion, c'est aussi le cas de la religion juive, le cas de religion, quand il y a la loi, tout le temps ça s'impose aux femmes. La première question à se poser, c'est pourquoi ça ne s'impose pas aux hommes? Si c'était égalitaire, d'accord, que les hommes se voilent aussi, parce qu'ils ont leur corps qui doit être dérobé et des choses comme ça, d'accord. Mais sinon, on pourrait être dans un débat démocratique sur le sujet, mais par contre, je suis d'accord là où on dit on ne peut pas exclure, par exemple, ici, c'est un débat démocratique, on ne pourrait pas dire il faut rentrer avec telle tenue, et dans les centres sociaux et culturels, les femmes rentrent comme ils peuvent, mais quand les gens qui sont agents de services publics, c'est autre chose. Si vous voulez, c'est pourquoi je dis il faut que les différents niveaux de débat, qu'on puisse le diviser, le voir, et après faire quand même une réflexion toujours démocratique par rapport à ce sujet. Et moi, ma réflexion par rapport à ce sujet, c'est ça. Mais après, quand vous dites les jeunes qui sont dans les quartiers, qui n'ont aucune reconnaissance, moi je dis, je suis la première heureuse à ce que vous, en tant qu'éducateur ou les autres, puissent être dans une relation avec les jeunes et un peu confronter ou être une alternative aux gens, aux extrémistes. Mais en même temps, il y a l'école, il y a aussi les autres services publics. Et pour moi, la tragédie, voilà, la tragédie pour moi, c'est là où les services publics ont déserté. C'est là, ça veut dire en fait, c'est là où vous tombez sur les situations problématiques et qui sont en dehors de votre volonté, mais vous devenez un zéro sur ce terrain et ce n'est pas désirable. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un réseau des acteurs qui travaillent ensemble au niveau de différents services publics ensemble. Et je trouve que les intervenants sociaux aussi, dans ce cas-là, peuvent être en souffrance quand ils sont tout sur leurs épaules, à confrontation à toutes ces situations. C'est pourquoi ça nous ouvre sur les autres champs de réflexion. Maintenant, comme il y a des autres parties de programme, voilà. Moi, je ne voudrais pas que... En tout cas, merci beaucoup pour ce débat. Merci à vous.